Farida Belgoul, Père Horowitz, bonjour. Initialement, vous deviez tous les deux intervenir sur la libre antenne avec Tepa, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et comme le Père Horowitz est malheureusement rarement de visite sur Paris, et qui était venu exprès pour l'occasion, nous avons décidé malgré tout de venir vous voir avec un format un peu différent de celui qu'on utilise habituellement, dans le sens où cette fois-ci, nous avons récolté les questions de nos métanautes, et sur notre page Facebook aussi, afin d'essayer de garder l'esprit un peu participatif de la libre antenne. Alors avant tout, Père Horowitz, est-ce qu'on pourrait vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Alors je suis donc le Père Olivier Horowitz, je suis basé près de Toulon, sur une petite paroisse du côté du Pradet, où je suis affecté. Je suis avec un autre prêtre, nous sommes deux prêtres, le Père Blin et moi-même. Et là-bas, j'y suis depuis presque 7 ans comme prêtre. Et nous nous occupons d'œuvres de jeunesse. Nous avons deux patronages, un patronage de filles et un patronage de garçons. Et nous avons également un collège, voilà, et puis une paroisse. Donc on passe toute notre année au milieu d'enfants. D'accord, vous êtes sous contrat avec... On est sous contrat, on est dans du diocèse on est sous contrat avec le diocèse de Toulon, oui, de Fréjus-Toulon. D'accord. Et on est religieux, on est un institut religieux. D'accord. Du coup, justement, à ce propos, qu'est-ce que vous avez pensé du lancement du projet du ministère de l'Instruction publique lancé par Farida Belgoul et son équipe? Écoutez, j'ai trouvé ça un excellent projet, car aujourd'hui... ce qui me frappe le plus, c'est la blessure des intelligences. Véritablement, on se rend compte que toutes les philosophies mortifères qui ont encombré notre 19e et 20e siècle, aujourd'hui arrivent comme un aboutissement et véritablement, les gens ont besoin d'avoir une formation sérieuse pour pouvoir être libre et indépendant, justement, d'esprit. Que si on ne sait rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Donc je suis pleinement à partie pour le ministère de l'Instruction publique, en aidant Farida autant que je peux, plutôt sur le côté de l'histoire de France. Très bien. Farida Belgoul, est-ce qu'on pourrait faire un point sur le ministère de l'Instruction publique, la FAPEC? Enfin, il y a quand même beaucoup d'actualités, hein, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors sur le ministère de l'Instruction publique, le Père Horowitz a beaucoup contribué parce que lorsque j'en ai eu l'idée, évidemment, je la lui ai immédiatement soumise. Et c'est ensemble que nous avons travaillé, avec Roman Rodriguez également, Merlin Artossian. Et nous avons conçu cette plateforme de téléenseignement pour répondre justement aux dégâts de ces intelligences blessées dont vient vous parler le Père. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez maintenant, si on ne le sait pas, je vais le répéter. Je suis enseignante à l'Éducation nationale, actuellement en disponibilité sans solde depuis 2 ans, pour justement me consacrer à ce combat qui consiste à se mobiliser et à appeler à l'engagement pour sauver les enfants de la théorie du genre, mais pas exclusivement, puisque nous savons maintenant aussi que les méthodes qui sont mises en œuvre à l'école viennent effectivement faire que nous avons des générations d'adultes à l'intelligence blessée. Donc il nous a paru extrêmement important d'intervenir aussi sur ces questions du constructivisme intellectuel qui sont en fait à l'origine du constructivisme sexuel. Alors je m'explique. Le constructivisme intellectuel consiste par exemple à apprendre à lire et à écrire avec la méthode globale. Et tout le reste en découlera pendant tout l'enseignement jusqu'au bac, c'est-à-dire que le maître va disparaître de la classe, les méthodes qui consistent à transmettre du maître à l'élève vont également disparaître et on laissera les enfants, puis les adolescents et les jeunes adultes à l'université se débrouiller pour découvrir tout seuls leur savoir comme s'ils étaient des Champollions, je l'ai dit une fois ou là, à certaines occasions, des Champollions qui allaient pouvoir déchiffrer eux-mêmes les pyramides d'Égypte. Or, traditionnellement, évidemment, ça ne s'est jamais passé comme ça. Quand je dis traditionnellement, je veux dire par là depuis toujours. C'est l'adulte qui transmet à l'enfant et le maître à l'élève. Et ceci a été cassé dans les années 80 par Lionel Jospin, ce qui nous a conduit à ce qu'on a pu parler de constructivisme intellectuel, puisqu'il s'agissait pour les enfants de construire eux-mêmes leur propre savoir.
Et j'ai beaucoup combattu sur cette question dans les années 2000, on en reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Toujours est-il que ce constructivisme intellectuel contre lequel peu de monde a combattu et contre lequel il n'y a pas eu un engagement populaire, nous amène aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi mon père, sur le constructivisme sexuel, qui est le pendant. Et il s'agit maintenant de construire sa propre identité sexuelle comme si elle n'était pas innée, comme si elle n'était pas donnée par la nature ou par Dieu, c'est selon. Et l'enfant, l'adolescent, se retrouve aujourd'hui à l'école confronté à la théorie du genre qui est ce constructivisme sexuel-là. Donc c'est complètement cohérent du point de vue de l'adversaire qui nous domine aujourd'hui. Il s'agit de couper les générations qui viennent plus que jamais de tous les repères qui les constituaient en tant qu'hommes libres. Désormais, nous allons à l'école pour être fabriqués comme esclaves. Et c'est là où le ministère de l'Instruction publique va normalement apporter quelques compensations, parce que nous sommes malheureusement trop faibles pour compenser l'énorme machine que représente l'éducation nationale, mais nous avons pris la décision avec le père et avec mes acolytes de mettre en place un ministère de l'instruction publique, puisque justement on ne peut pas attendre la restauration de ce ministère de l'instruction publique des pouvoirs publics, ni même d'une mobilisation populaire qui tarde à voir le jour, viendra-t-elle jamais d'ailleurs. Donc nous avons mis en place une plateforme de téléenseignement. Sur cette plateforme de téléenseignement, j'ai appris aux parents dans une formation que nous avons diffusée et qui continue d'être diffusée, la méthode syllabique. On ne va pas en rester là. Nous allons aussi apprendre les mathématiques. Il y a une excellente professeure à la retraite, Isabelle Voltaire, qui va prendre en charge l'enseignement des mathématiques et le père, l'enseignement de l'histoire de France. Pourquoi l'histoire de France, y compris même aux enfants issus de l'immigration, bien évidemment, parce qu'ils vivent en France et qu'il est impératif aussi que du point de vue de l'histoire, donc de l'identité de ces enfants placés dans l'espace dans lequel ils se trouvent ici en France, soit évidemment, évidemment transmis. L'histoire de France doit être transmise dans sa chronologie et à partir des grands personnages qui ont constitué l'histoire de France et qui vont servir de modèle à nos enfants, à nos adolescents. Très bien. Père Horowitz, quel genre de méthode vous utilisez pédagogique dans... Alors, les méthodes pédagogiques au sein du ministère de l'Instruction publique, vous voulez dire de manière générale, aussi. De manière générale, écoutez, c'est pas compliqué. Hein, le bon Dieu ou le Créateur, je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait dire, selon que l'on se situe, nous a donné une intelligence qui est faite pour pouvoir fonctionner d'une certaine manière. Donc il faut utiliser des méthodes sûres, des méthodes qui nous permettent de comprendre la réalité, de comprendre le réel tel qu'il est. Alors pour ce faire, eh bien, il n'y a pas grand-chose à inventer. Hein, vous savez, tout a été inventé en fin de compte. Hein. Donc pour savoir quelle méthode utiliser, il faut regarder ce que les anciens ont fait et ce qui a permis à des enfants d'apprendre à lire, d'apprendre l'histoire, d'apprendre toutes sortes de choses. Et c'est ça qu'il faut reprendre. Je suis tout de même frappé de voir... j'ai une collection très importante de manuels scolaires, de voir que le programme de l'école primaire de la fin du siècle dernier, pas du XXe mais du XIXe siècle, aujourd'hui je me demande si un agrégé aurait ce niveau-là. Je n'en suis pas sûr. Alors, ce qui montre bien quand même à quel point nous avons chuté. Et là c'est un témoin absolument... on ne peut pas le remettre en question, ce témoin-là. Hein. C'est un marqueur de l'histoire qui est tout à fait fiable. Les manuels de la fin du 19e siècle, qui ont formé les Victor Hugo et tous ces personnages qui fleurissaient, en France en particulier, eh bien, étaient des méthodes tout à fait réalistes. C'est le mot qu'il faut utiliser. Il n'était pas encombré du matériel des pédagogistes actuels, qui en fin de compte ont inventé par eux-mêmes des soi-disant méthodes qui en fait n'ont abouti qu'à des catastrophes. Donc les méthodes que j'utilise sont des méthodes qui se rapprochent le plus possible du réel. Le but, c'est de faire entrer l'enfant en relation avec le réel du monde qui l'entoure, avec le réel des connaissances de ceux qui l'ont précédé, avec le réel du monde dans lequel il se situe. Voilà, tout simplement.
Et encore une fois, il n'y a pas grand-chose à inventer, si ce n'est à reprendre ceux qui ont, avant nous, tracé les sillons. Au sein de votre école, vous arrivez à faire l'instruction que vous souhaitez? Vous n'avez pas de problème avec l'éducation nationale, justement, qui est une éducation différente, plus qu'une instruction? Alors, nous n'avons pas de lien avec l'éducation nationale en ce sens que nous sommes justement un enseignement dit hors contrat, c'est-à-dire que nous n'avons pas de lien ni de contrat avec l'État, contrairement à l'enseignement sous contrat, par exemple l'enseignement catholique tel qu'il peut se situer à différents endroits. Donc on n'a pas véritablement de compte à rendre à l'éducation nationale sur ces questions-là. Donc on est très libre. Ce que je vois, c'est que c'est un tout petit collège, hein, on a une petite vingtaine d'enfants, 20 garçons, c'est pas mixte. L'année prochaine, on ouvrira normalement aux filles, mais ça sera toujours séparé, filles et garçons. Je m'aperçois que les enfants que nous recevons qui arrivent en 6e, eh bien, ont été abîmés par les méthodes modernes, totalement abîmés. C'est-à-dire que on a des enfants qui ont 11 ans, 12 ans, et on peut déjà dire qu'ils ont perdu 5 ans de leur vie. Et il faut savoir, tout psychologue, quelle que soit son école, vous le confirmera. Il faut savoir qu'un enfant, à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, qui est dans l'âge de la découverte, eh bien, c'est l'âge où on est le plus malléable. C'est l'âge où la mémoire se forme. C'est l'âge où les connexions neuroniques, des neurones neuronales se font. C'est à cet âge-là que tout se fait. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit les méthodes qui vont abîmer les enfants et qui vont faire que, eh bien, ils ne seront jamais, en fin de compte, intelligents. Parce que pourront-ils faire? Comment pourront-ils réfléchir par eux-mêmes s'ils ne savent pas parler, s'ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire, s'ils n'ont pas les méthodes d'apprentissage qui leur permettront d'être des hommes et des femmes libres? Donc la grosse difficulté, c'est l'arrivée en 6e d'enfants qui ne savent pas les fondamentaux de ce qui devrait constituer la base de tout savoir humain. Et parfois, en 6e, ils ne savent même pas lire et écrire. Non. Vous le confirmez? Je vous confirme tout à fait, ils ne savent pas lire et écrire, bien sûr. Je vais donner des exemples très concrets. Quand un enfant arrive en 6e aujourd'hui, il ne sait pas ce que c'est qu'un sujet, il ne sait pas ce que c'est qu'un verbe, il ne sait pas ce que c'est qu'un complément. Il n'est pas capable de distinguer une fonction et une nature. Il ne sait pas accorder au pluriel. Il ne sait pas accorder au pluriel, bien sûr. Il ne sait pas conjuguer. Non. Or, celui qui ne sait pas conjuguer ne sait pas parler. Ah, c'est clair. C'est clair, et c'est peut-être ce qui donne aussi le fait qu'on voit apparaître de plus en plus une jeunesse qu'on appelle vulgairement les racailles, etc. J'ai essayé de discuter une fois avec un jeune de ce type-là, là, tout rempli de bonne volonté qu'il était, à un moment ou à un autre, il utilisait un dialecte que seul lui connaissait. Donc du coup, la communication, elle est quand même compliquée. Alors, mais moi, ce que je voudrais faire une remarque sur ce que vous venez de dire, parce que c'est très vrai, mais je pense que ça ne touche pas seulement les jeunes des quartiers populaires. Bien sûr, parce que dans les débuts des années 2000, évidemment, j'avais vu ça chez mes élèves qui étaient tous issus des quartiers populaires. Donc j'ai immédiatement repéré leur incapacité d'expression, ce qui est très grave, parce que celui qui ne peut s'exprimer, c'est quelqu'un à qui on a ôté la vie. On lui a ôté la vie. Donc c'est un véritable crime qui s'est perpétré sur ces enfants-là. Et j'ai cru que les cibles n'étaient situées que dans les quartiers populaires, et j'ai découvert notamment en Égypte, puisque j'ai enseigné là-bas, comme expatrié, donc auprès de populations beaucoup plus, comme on dit, favorisées, qu'ils rencontraient de plus en plus le même problème. C'est-à-dire que dans les couches moyennes supérieures désormais, ce crime est en train aussi d'être perpétré. Donc c'est pour ça que je crois qu'on me retrouvera toujours sur le terrain de la convergence et du rassemblement, parce qu'aujourd'hui, la question, elle est effectivement générale. Il nous faut, en dehors des petites castes très privilégiées qui sont probablement les enfants de nos oligarques, très bien, tous les autres aujourd'hui sont en danger de mort intellectuelle. Et cette mort intellectuelle aura évidemment des conséquences sur d'autres aspects de la disparition d'identité complète d'un homme ou d'une femme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aujourd'hui prétendre à l'école qu'on va choisir son sexe, on n'est pas forcément un homme, on n'est pas forcément une femme, on peut être rien du tout, ou quelque chose que l'enfant aura inventé lui-même, je ne sais pas quoi, puisque de toute façon, que pouvons-nous inventer d'autre que ce qui est sous nos yeux? Donc les enfants vont, pourquoi pas, se proposer à être des animaux bientôt. Et
c'est très grave, parce que ce crime perpétré contre l'intelligence, c'est aussi un crime qui est évidemment, et je ne serai pas démenti par le père Horowitz, qui est perpétré contre l'âme. Et à mon avis, l'âme est la source de toute vie. Donc il s'agit effectivement d'un véritable meurtre collectif qui est mis en place aujourd'hui depuis de nombreuses années, depuis des décennies, par l'éducation nationale et par des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a des dupes. Parmi nos pédagogistes, il y a certainement des gens qui, sincèrement, s'imaginent qu'ils sont en train d'œuvrer pour le bien commun. Mais il y en a aussi qui sont, je dirais, ceux qui fomentent ce type de complot, parce qu'il s'agit d'un authentique complot. Alors on va dire, ça y est, elle est folle, comme d'habitude, les complotistes. Mais on ne peut pas concevoir les choses autrement lorsque tous les résultats scolaires, toutes les évaluations nationales ont prouvé que tous les niveaux de toutes les matières étaient à la baisse. Ouais, juste avoir le rapport Picassa, il me semble. Notamment, mais ça c'est des chiffres déjà bien sous-estimés. Surestimés. En 2008, moi je disais qu'il y avait 150 000 gamins qui étaient foutus à la porte de l'école sans savoir lire ni écrire. On disait sans qualification, mais c'est ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on est à 250 300 000, c'est sûr et certain. Et parmi ces 200 300 000, on n'a pas seulement des jeunes des quartiers populaires qu'on appelle les racailles. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Et du coup, Père Horowitz, par rapport à votre diocèse et au combat de Farida Belgoul, et vous, quelles ont été les réactions de votre hiérarchie, si on peut appeler? Écoutez, le combat avec Farida est un combat que j'ai décidé de mener personnellement, bien évidemment. Ça reste quelque chose qui m'appartient et qui n'est pas... il n'y a pas de lien direct entre mon diocèse et Farida, et c'est un combat personnel, moi, Père Horowitz, qui décide. Je pense que nous sommes à une période où, justement, face à l'assassinat des âmes que l'on voit autour de nous, face à l'épouvantable gender qui se répand partout, face à des enfants abîmés, broyés, détruits par la vie, par tout ce qu'on essaye de leur mettre dans la tête, eh bien, je pense que c'est un devoir absolu que de rentrer en résistance et de se défendre. Il y a eu des périodes où les prêtres ont pris des risques considérables pour pouvoir défendre les hommes et les femmes qui étaient menacés. Eh bien, moi, je considère que c'est un devoir de premier ordre que de défendre les enfants aux côtés de Farida Belgoul, et ça, personne ne me l'enlèvera. Voilà, c'est une décision que j'ai prise, et ce combat ne variera pas. Donc ça ne me concerne que moi, en fin de compte. J'ai décidé d'entrer en résistance. Voilà, c'est un combat de résistants. Et pourquoi l'Église ne s'inquiète pas plus de la formation de nos enfants? Parce que l'Église a éduqué quand même et a formé nos enfants pendant longtemps. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne ferme les yeux sur tout ça? Alors, c'est une question évidemment qu'il faut essayer de développer. Effectivement, celle qui a inventé l'école, contrairement à ce qu'on nous raconte habituellement, c'est même pas Jules Ferry, qui au contraire a laïcisé l'école, c'est-à-dire qui a chassé Dieu des écoles, et qui a chassé tous les corps de religieux et de religieuses qui justement s'occupaient des enfants depuis Charlemagne. C'est Charlemagne qui a inventé l'école, comme disait la célèbre chanson, et peut-être plus très connue d'ailleurs. Donc c'est vraiment... l'école, elle est née dans des milieux très précis, autour des monastères. Les monastères étaient des lieux où il y avait une grande érudition, et l'Église a voulu que le plus de personnes possible puissent bénéficier de cette érudition. Et pour ce faire, eh bien, on a créé l'école. Voilà, c'était les moines qui la faisaient. Donc ça a été un souci permanent de l'Église jusque dans les années peut-être 50, 60. Donc c'est très récent, ce retrait en quelque sorte de l'Église sur toutes ces questions de l'enseignement. Alors la difficulté, c'est que ce sont des questions qui fâchent. Pourquoi ? Parce qu'on a une école sous contrat. Cette école sous contrat devrait normalement bien fonctionner. Et, manque de chance, nous avons les établissements scolaires aujourd'hui sous contrat, où on a des professeurs qui sont recrutés, on est obligé de les prendre, parce qu'on est en contrat avec l'État. Ces professeurs n'ont pas la foi, ces professeurs ne partagent en rien nos idées. Et ainsi, il y a des établissements scolaires, on vient m'en amener le témoignage, de gens qui sont dans les établissements sous contrat, et on parle du gender, par exemple. Des méthodes de grammaire dans lesquelles on ne parle plus de féminin et de masculin,
mais on parle de mots déguisés. Et c'est une grosse boîte catholique sous contrat. Vous voyez, donc des choses comme ça commencent à arriver. Le gender est en bonne place, de toute évidence, et partout. Alors, on est dans un monde dans lequel l'Église est peut-être là-dessus, les hommes d'Église ont peut-être une culpabilité plus grande, hein, où on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas qu'il y ait d'histoire, on ne veut pas qu'il y ait de problème, on ne veut pas qu'on se fasse remarquer. Puis il y a le fameux dialogue avec le monde, et puis etc., etc. Toutes ces choses dont on nous a bercé les oreilles pendant de nombreuses années. Alors, on ne veut pas faire de vagues. Surtout, vous savez, la difficulté essentielle aujourd'hui, c'est la sociologie du monde catholique. La sociologie du monde catholique, le monde catholique d'il y a à peu près 60 ans, c'est pas compliqué, à peu près 80% de la France, bon j'exagère, 70% de la France venait de milieux agricoles. Donc l'Église était essentiellement constituée d'agriculteurs. Combien d'évêques viennent de ce milieu-là? Combien de prêtres venaient de ces milieux-là? Aujourd'hui, l'Église a perdu les milieux agricoles. Il y a eu la désertion des campagnes. Donc l'Église a perdu ce milieu-là. Il y a aussi la guerre 14-18 hein, qui a fait des ravages. On pourrait redescendre plus bas, mais il n'en reste pas moins vrai que même après la guerre de 14-18, l'Église touchait encore. Entre les deux guerres, l'Église continuait à toucher un grand milieu paysan. Il n'y avait pas de difficulté à ça. Il y a eu un grand mouvement de politisation au sein de l'Église dans les années 60-70 avec ce qu'on a appelé l'Action catholique. Et il s'est trouvé qu'il y avait l'Action catholique agricole, la JAC, hein, et dans laquelle le Parti communiste a su faire de l'entrisme et a su imprégner les esprits, les mentalités, tant et si bien qu'ils ont réussi à nous couper, à politiser ceux qui étaient catholiques et à en faire des communistes, et ça nous a totalement coupé des milieux agricoles. On a eu les mêmes choses dans les milieux populaires. Les milieux populaires a connu la JOC, c'est-à-dire l'Action catholique ouvrière, dans lesquels, je rappelle qu'en 1900, dans les années 70, il y avait un grand meeting au Bourget de l'Action catholique. Il y avait une cinquantaine d'évêques. L'invité principal était M. Georges Marchais, et on a chanté l'Internationale, le poing levé comme ça. Et ça, c'était dans les années 70, il faut retrouver la date précise. Il faut se souvenir de tout ça. Hein, et il y avait un bon nombre d'évêques qui étaient présents à ce moment-là. C'était la grande période de la main tendue. Et on chantait l'Internationale. Donc si vous voulez, évidemment, on a donc perdu la classe ouvrière par ce biais-là. Donc aujourd'hui, dans l'Église est constituée essentiellement d'un milieu bourgeois. Voilà, d'un milieu bourgeois qui, pour qui se compte essentiellement les apparences. C'est un milieu très basé sur les apparences. Et un milieu sur lequel compte beaucoup son petit moi, quoi, son petit quant à moi. Du moment que ma famille à moi, ça va bien, ne nous occupons pas des autres. Voilà. Et puis pas de vagues, surtout ne nous faisons pas remarquer, etc., etc. Donc évidemment, on est dans cette logique-là. Alors bien sûr, il est tellement plus facile de ne rien dire, mais dans des périodes où il fallait résister contre les grandes idéologies du XXe siècle. Pensons au communisme. Hein, pensons au national-socialisme, pensons à toutes ces grandes idéologies issues des Lumières d'ailleurs, hein, qui sont filles et fils des Lumières. Autant toutes ces idéologies le sont autant les unes que les autres. Eh bien, il y a eu des résistants à ce moment-là. Et combien de prêtres ont su résister? Alors que se serait-il passé à cette époque-là s'il n'y avait pas eu de résistants? Et si on avait, comme aujourd'hui, se dire pas d'histoire surtout, n'ayons pas d'histoire avec les autres. Où est-ce que nous en serons? Où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Voilà la grande question. Donc, si vous voulez, je pense que véritablement, c'est cette espèce en morale catholique, on appelle ça le respect humain. C'est-à-dire, toujours, qu'est-ce qu'on va penser de nous si on parle? Peu importe ce qu'on penserait de nous, car la seule et unique question qui doit nous alimenter, c'est qu'est-ce que le bon Dieu va penser de nous? Voilà. C'est la seule question qui m'intéresse véritablement. Et pourquoi vous êtes un des derniers résistants dans... Si vous voulez, je ne veux pas non plus m'enorgueillir d'être le dernier résistant. Moi, je fais mon petit travail là où je suis, j'essaye de faire ce que ma conscience me dicte. Après, il y a sans doute des gens qui font des choses partout que je ne connais pas, bien sûr. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Je ne connais pas tout le monde. Mais déjà, le tissu ecclésiastique s'amoindrit, il devient de plus en plus petit. Le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule classe sociale qui soit représentée dans l'Église, ça pose comme de très nombreuses questions. Parce que des gens qui ne viennent pas de ces milieux-là, quand ils vont arriver dans les paroisses, bien souvent, ne se sentent pas accueillis. Parce qu'ils voient des gens qui ne sont pas de leur milieu. Et ils sont forcément rejetés par ces milieux qui ne sont pas les leurs. Donc, on est forcément moins nombreux.
Ensuite, nous sommes en France, un pays où il y a plus de 200 000 avortements annuels. Alors, est-ce que vous pouvez dire, vous, quels sont ces 200 000 enfants qui sont avortés chaque année? Que devait-il apporter à l'Église? Est-ce que vous le savez, vous? Combien de saints ont été avortés dans le sein de leur mère? Hein? Combien de gens qui peut-être devaient guérir le sida? On l'a peut-être tué l'année dernière, celui-là, qui devait être un génie formidable, qui aurait pu trouver le vaccin contre le sida et d'autres maladies, ou le cancer et bien d'autres choses encore. Hein? C'est aussi une donnée dont il faut tenir compte. Ensuite, je pense véritablement que le bon Dieu, nous donne ce qu'on appelle en termes catholiques la grâce, la grâce suffisante. La grâce suffisante, c'est-à-dire qu'il se présente à nous dans les moyens de lutter et de se battre. Parce que le bon Dieu ne va pas se battre à notre place, c'est à nous de nous battre. Et le bon Dieu veut qu'on se batte. Il n'y a qu'à ouvrir la Bible, il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'Église, il n'y a qu'à regarder l'histoire des saints, il n'y a qu'à regarder toute l'histoire de tout ce qui a pu se passer durant ces 20 siècles de catholicisme. Et puis regardons même le corpus de l'Ancien Testament. Donc Dieu veut qu'on se batte, absolument. Il nous donne tout pour nous battre. Mais quand on refuse le combat, et les JRE, moi j'ai rejoint les JRE parce que j'ai tout de suite compris que, j'ai rejoint assez tardivement les JRE, mais malgré tout j'ai tout de suite compris que les JRE c'était le seul moyen aujourd'hui de pouvoir avoir un impact contre le gender. Je vais vous donner un cas très précis qui va le démontrer. Voilà le cas très précis. Il y a un enfant qui est arrivé chez moi dans mon collège. Il est arrivé, et cet enfant a été retiré d'un grand collège public. Parce que dans ce grand collège public, où on nous apporte, soi-disant, le sanctuaire de l'éducation, eh bien, il se faisait casser la gueule tous les jours, à coups de latte, je reprends ces termes, coup de latte, on le tapait, jamais eu moyen de régler le problème. Pourquoi? Parce qu'il était premier de classe, et donc c'était très mal vu par un certain nombre de personnages qui étaient là, de racailles locales, qui ne venaient pas des quartiers populaires, entre parenthèses, parce que les racailles, ce n'est pas le fait simplement des quartiers populaires, mais moi je connais beaucoup de racailles qui sont de bons fils de notables, donc je peux vous le dire, et avec qui on peut beaucoup moins parler qu'avec des racailles de banlieue avec qui j'ai parlé, et qui sont, c'est vrai, c'est provoquant sur le moment, mais qui on peut aller beaucoup plus loin dans la discussion ensuite. J'ai pu faire un peu la différence entre les deux. Eh bien cet enfant, je l'ai récupéré, je l'ai eu, et les parents sont venus me voir en me disant on vous emmène mon fils, j'ai donc annoncé au principal qu'on l'enlevait. C'est un établissement qui fait 900 enfants. Moi, je me suis dit, 900 enfants, c'est pas bien grave. Elle a été harcelée de coups de téléphone. Les parents ont été harcelés toute la journée de coups de téléphone. Parce qu'on retire un enfant. De qui, il faut le préciser? Pardon? Du supérieur, comment on appelle ça? Du directeur, comment on appelle ça? Proviseur. Du proviseur, du professeur principal, de l'inspecteur d'académie, harcelé de coups de téléphone. Le système est effrayé dès lors qu'il y a un seul retrait. Alors, imaginez ce que serait... Eh bien, le gender, qu'est-ce que seraient toutes ces théories diaboliques, satanistes, il n'y a pas autre chose à dire. S'il y avait eu une rencontre entre les musulmans et les catholiques, pour pouvoir se dire, et les juifs aussi, pour se dire ensemble, nous allons œuvrer derrière les JRE, derrière le panache blanc de Farida, pour pouvoir retirer nos enfants, mais aujourd'hui, on ne serait même pas là en train de vous parler. On serait tranquillement, chacun partirait à ses occupations, et le gender serait mort et enterré. Seulement, on donne les outils du combat. Farida y a laissé, j'aurai peut-être l'occasion de le dire plus tard, beaucoup de choses dans ce combat-là. Elle a laissé son argent, ses économies, sa famille, son temps, elle y a laissé beaucoup. Elle ne le dira pas elle-même par modestie, par humilité, elle ne le dira pas. Mais moi je sais ce qu'elle a, je la connais très bien, et je sais ce qu'elle y a laissé. Je sais le prix du combat. Eh bien, je suis désolé, où les catholiques se sont-ils placés? Où est-ce qu'ils ont été? Au moment où les familles des quartiers populaires, qui sont des familles de gens que... Moi, je n'ai pas attendu Farida non plus pour fréquenter les musulmans. Moi-même, je suis converti du judaïsme, donc je connais bien le milieu des juifs. Alors, je viens, moi, d'une enfance où, dans les années 80, la question t'es juif, t'es catholique, toutes ces questions, elles ne se posaient pas. On était tous copains, on était tous potes, musulmans, pas musulmans, tout ça. Donc, si vous voulez... Avant l'apparition des SOS racistes. Avant l'apparition des SOS racistes qui a créé le racisme. Bon. Donc, ce que je peux dire, moi, c'est que les musulmans, j'en ai toujours fréquenté, j'en ai toujours connu. Ils ont pas, je les ai connus, c'était des copains, des potes d'enfance, etc. J'en ai connu beaucoup. Donc, je veux dire, il y avait tout à fait moyen d'œuvrer avec eux et de nous donner à plein dans le combat. Et ces gens qui sont souvent de milieux simples et qui ont beaucoup de mal à se défendre et qui ne savent pas
ou ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens toujours intellectuels, dans les milieux simples, de pouvoir se défendre. Ils ont été complètement mis à mal par les autorités locales. Justement, à ce propos, Père Horowitz, comment est-ce que le rapprochement s'est fait avec Farida, vous le catholique, avec Farida la musulmane? Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette convergence? Écoutez, il y a plusieurs plans, hein. Tout d'abord, il y a un proverbe qui dit que quand il y a un incendie, on ne regarde pas qui nous passe le seau, hein. Donc il faut prendre toutes les bonnes volontés autour de soi, et puis ceux qui mènent le combat, eh bien, il faut le mener avec eux. Voilà. Hein, il y a des combats qui peuvent se mener avec des personnes avec qui on n'est pas d'accord forcément sur tout, hein, dans différents domaines. Donc si vous voulez, la problématique là ne s'est pas posée immédiatement par rapport sur le fait que Farida soit musulmane. Moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est le combat de Farida, c'est ce qu'elle a fait et la pertinence de l'outil qu'est la JRE, qui me semblait, vu les résultats obtenus, véritablement être un outil voulu par le bon Dieu. Je pense que ça, on ne peut pas dire autrement. La preuve, ceux qui disent que la JRE, faisons autre chose, je demande quoi? Parce que lorsque l'on voit la manif pour tous, pour le moment, les résultats restent à prouver. Hein, on n'a pas réussi à gagner grand-chose. Hein, on devait tout tenir, mais pour le moment, je m'aperçois qu'on ne tenait pas grand-chose. Hein, puisque tout est... Le mariage maintenant, le mariage homosexuel est entériné. On peut passer maintenant à d'autres étapes. Voilà. Pourtant, ils avaient du soutien, ils étaient médiatiques. Ils avaient beaucoup de monde derrière eux. C'est toujours pareil. C'est toujours la même question. Encore une fois, pour être béni, pour que notre action soit bénie par Dieu, il faut qu'on mouille notre chemise, il faut qu'on soit capable de s'engager. Si on ne s'engage pas dans une action et qu'on pense que pour mener l'action, il suffit de très courageusement prendre le train le matin et rentrer le soir chez moi, après avoir passé une journée à manifester entre gens très bien, avec des ballons roses, des ballons bleus, à la méthode bisounours, avec des pancartes très gentilles qui surtout ne sont jamais agressives, je ne pense pas que cette méthode-là puisse apporter quoi que ce soit. Et je dirais même le contraire. On a cherché à faire du nombre, mais il valait mieux être moins nombreux que ça, car l'État, à ce moment-là, compte, et tient ses compteurs très précisément, en disant, voilà, 1 300 000 personnes, et c'est 1 300 000 personnes qui forment les principaux cadres de la société, cadres militaires, cadres civils, de toutes sortes. Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des gens, des hauts fonctionnaires, etc., des chefs d'entreprise. Et bien, à partir du moment où ces gens-là, leur seule action, c'est de marcher avec des panneaux sur une route dans la journée, puis ensuite de ne plus rien faire du tout, et de ne pas soutenir les actions populaires, eh bien, mieux vaut qu'on ne soit pas très nombreux. Parce que des gens qui ne sont pas prêts à s'engager plus que cela, ça a plutôt un effet négatif qu'un effet positif. Donc voilà, donc on veut se battre, mais pas trop. On a trop de choses à perdre. Donc il ne faut surtout pas se faire repérer. Je disais tout à l'heure ça concernant Farida. Farida, il a laissé ses économies, il a laissé son poste au Caire où elle était. Elle s'expliquera elle-même, elle le dira. Elle y a laissé beaucoup de choses dans le combat. Elle s'est donnée entièrement dans le combat, avec une grande générosité, en se mouillant totalement. Et je pense que c'est la personnalité de Farida qui a fait que les JR1 ont été bénis. Parce que là, on avait quelque chose, on pouvait faire quelque chose de formidable. Si les musulmans, là où ils étaient, avaient lutté dans les quartiers populaires pour faire le coup de force qu'ils ont su faire, et si de l'autre côté, les avocats catholiques, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, etc., étaient venus à leur aide en disant on va vous aider, on va vous défendre devant ceux qui sont en train de vous attaquer, etc. Mais là, encore, comme je le disais tout à l'heure, je finissais par ça, aujourd'hui, on ne serait même pas en train de parler. L'abominable théorie du gender, la satanique théorie du gender, aurait été totalement repoussée. Et ça aurait été utile pour tout le monde, car ce combat n'est pas seulement le combat des musulmans, c'est le combat de tout le monde. Les catholiques ont un devoir de se battre pour cela. Alors les catholiques aujourd'hui pensent qu'en étant dans les écoles hors contrat, en étant dans des familles où on prie le matin, où on prie le soir, où on a une vie de prière sérieuse, on va être protégé. Mais que ces gens s'interrogent. Quand leurs enfants seront plus grands, ils vont être au milieu de qui ? Eh bien, ils vont être au milieu de femmes à barbe. Ils vont être au milieu de gens qui auront comme projet de changer de sexe 2 ou 3 fois. Ça veut dire qu'il va y avoir un amoindrissement des consciences redoutables. Et la punition de ces braves gens,
qui aujourd'hui, après la messe, entre la messe et le gigot, eh bien, ne font pas grand-chose pour défendre leur foi. Hein, on est obligé de le dire. Quelle va être la punition de ces gens-là? Eh bien, ils vont voir à la maison quand leur fils leur ramènera un homme pour se marier avec celui-ci. Ça sera ça la punition. Et là, ils se souviendront, ah oui, c'est vrai, on nous l'avait dit les JRE. Il y a peut-être des choses à faire à ce moment-là. Eh bien là, ils se mordront les doigts et ils n'auront rien d'autre à faire. Et voilà, ils seront devant le fait accompli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Farida. Mais... Bah, ils regretteront certainement que leur fille ne leur apporte pas un arabe pour se marier. Il vaudra. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et donc, justement, pour faire un point sur les JRE, quelles sont les prochaines étapes Alors, là où on en est, je vais dire la vérité, on est dans une impasse. On est dans une impasse parce que la JRE a gagné une première bataille et je n'ai jamais dit, ni le père, ni les membres de l'équipe, nous n'avons jamais soutenu le fait que nous aurions gagné la guerre. Lorsqu'en fin juin, début juillet, l'ABCD de l'égalité a été retiré par le pouvoir, c'était bien la preuve que, effectivement, nous avions gagné cette première bataille. Et j'entends dire aujourd'hui, dans toutes les calomnies qui tournent et circulent concernant la JRE, que la JRE était morte en février. Je ne m'explique donc pas comment le retrait de l'ABCD a été effectif fin juin. Et comment, d'autre part, on a pu organiser les assises de la FAPEC qui ont rassemblé, au bas mot, 80 délégués en provenance de toute la France. Donc il s'agit une fois de plus de quelque chose qui est faux parce qu'on veut laisser croire que la JRE a été un feu de paille, que ça a été simplement l'action d'une femme illuminée tombée de nulle part et que ça n'aurait pas effectivement les débouchés que nous avions annoncés dès le départ. Moi, je dois reconnaître humblement que lorsque j'ai lancé la JRE, je n'ai pas imaginé un pareil succès. On parle de combien de milliers de familles? Je ne me souviens plus là, mais il y a eu plusieurs centaines de milliers sur les 6 mois, puisque la JRE a été une action qui a eu lieu de janvier 2014 à juin 2014, et je répète qu'en juin 2014, nous étions toujours mobilisés. Alors évidemment, il y avait des cercles de familles qui tombaient sous le feu des représailles, mais d'autres lignes se levaient. Et nous l'avons toujours constaté. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on retrouve les chiffres qui sont sur le site JRE 2014. On a eu plusieurs centaines de milliers de retraits qui ont été effectués de janvier à juin 2014. Au cours de ces 6 mois, que s'est-il passé? Plusieurs choses. D'abord, Peillon a dû disparaître du gouvernement. Ça, c'est quand même une chose que tout le monde a pu voir. Le recul sur la loi famille est dû aussi, et certains catholiques me le disent, parmi les bourgeois dont vous avez parlé, reconnaissent que le report de la loi famille est aussi un résultat de la journée de retrait de l'école. Mais nous avons eu aussi le retrait de la BCD, ça va sans dire puisque tout le monde l'a su, mais nous avons eu aussi les reports au calandre de la rédaction des nouveaux programmes scolaires pour le collège. Et ce qui a été très important dans le cadre des JRE, qui a permis toutes ces victoires et qui a permis d'emporter la première bataille, c'est non seulement en effet le retrait d'une journée par mois. On me dit aujourd'hui, mais une journée par mois, ça sert à rien. Ben, qu'on m'apporte une action. Qu'on m'apporte une action qui présente un pareil bilan. Et à cette action de retrait d'une journée par mois, parce qu'elle est faisable et elle a été difficile à tenir. On me dit, sortez les enfants tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Que quelqu'un se charge de le faire. Nous, à raison d'une journée par mois, nous avons vécu le feu qui s'est abattu sur nous en termes de représailles. Que ce soit moi, évidemment, en tant que porte-parole de ce mouvement, mais aussi l'ensemble des familles qui ont participé et qui sont évidemment retrouvées dans des situations qu'ils n'ont pas pu gérer toujours comme il se devait. D'accord? Donc si quelqu'un aujourd'hui peut engager un mouvement populaire avec des retraits massifs continus, eh bien écoutez, moi je m'y associerai bien évidemment et je serais ravi d'être au second plan. Mais pour l'instant, je pense plutôt qu'il s'agit de surenchère, comme on nous propose aujourd'hui de cavaler le 14 juillet sur l'Élysée, c'est une rigolade. On est en train de se moquer du peuple, on est en train de se moquer de ceux qui pourraient éventuellement s'engager dans la résistance, puisque de surenchère en surenchère, on sait très bien ce qui se passe, il ne se passe
rien. Donc, la JRE, à la JRE s'est associée la convergence que j'ai appelée de mes voeux et que j'appelle depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que je suis quand même l'auteur d'une action dans les années 80, 1984 exactement, qui s'appelait Convergence 1984. À l'époque, je disais pour l'égalité. J'ai déchanté depuis sur cette notion de l'égalité, puisque j'ai appris évidemment ce qui se cachait derrière. Mais en tout cas, l'idée de la convergence en moi, c'est une notion qui dure et pour laquelle je me bats depuis 30 ans. Bien, eh bien, à cette convergence associée à la JRE, on est arrivé à ces résultats extraordinaires. Et malheureusement, tout de suite après les assises qui ont créé la FAPEC en présence de 80 délégués venus de toute la France, c'est-à-dire 6 mois après la première journée de retrait, eh bien, l'affaire des chrétiens d'Orient est sortie comme par hasard, si je puis dire, sur l'espace public, est une ancienne affaire qui doit être effectivement traitée, pour laquelle il y aura certainement évidemment beaucoup de choses à dire, mais qui est venue plomber à la fois cette convergence entre chrétiens et musulmans notamment, qui n'avait pourtant pas été complète dans le sens où la Manif pour tous nous a depuis le premier jour rejeté et depuis le premier jour a déclaré que cette JRE était un mouvement exclusivement composé de musulmans, ce qui était parfaitement faux. Et cette stigmatisation par l'islam du mouvement JRE avait évidemment un objectif, c'est de nous amener à la défaite. Moi, j'accuse aujourd'hui la direction de la Manif pour tous, qui a pris le parti de nous conduire tous à la défaite. Parce que je veux répéter ce que le père Horowitz vient de vous dire, la JRE n'a pas été un mouvement de musulmans. Je ne me suis personnellement, de toute ma vie entière, jamais engagé dans un mouvement communautariste. Je l'ai combattu dans les années 80, je le combats aujourd'hui par rapport à la conférence qui va bientôt avoir lieu entre M. Cohen, M. Soral et l'imam Rahawi. Je pense qu'il se commet là des erreurs du côté de l'imam Rahawi parce qu'il s'agit d'un islam qui est communautariste. Moi, je suis musulmane, je suis pratiquante, je pense qu'il est important que je préserve ma foi. Donc on pourra parler de ça peut-être dans un autre cadre un jour, mais je n'ai jamais engagé ma religion musulmane, stricto sensu, dans les mouvements que j'ai toujours animés pendant 30 ans. Mais j'ai toujours compris que la convergence de toutes les forces vives, a priori des catholiques et des musulmans, pourquoi? Parce que c'est celle qu'on ne veut surtout pas voir. Celle des croyants, évidemment, et des deux religions les plus représentées en France jusqu'à nouvel ordre. Donc, cette convergence entre catholiques et musulmans, elle est essentielle parce que, comme toute convergence qui devrait s'élargir aux juifs, en effet, et aux agnostiques, effectivement, puis aux autres, aux croyances éventuellement, tant que la base est claire pour l'alliance, évidemment, eh bien, c'est la convergence uniquement qui nous permettra de vaincre les plans mortifères que l'oligarchie fait peser sur nous. Et l'affaire des chrétiens d'Orient, qui a surgi en juillet, nous a conduit à la rupture de la convergence, et là, il faut que je le dise, à l'initiative des catholiques. Ou je dirais plutôt à l'initiative des bourgeois catholiques. Et moi, je me souviens d'avoir eu, au mois de juillet dernier, une conversation téléphonique avec Alain Escada, qui était mon allié, sur la question du salut des enfants face au gender notamment. Bien, il était mon allié, je l'ai vu partir dans une direction contre les musulmans, contre l'islam, sacrifiant la convergence justement pour sauver les enfants, et j'ai eu cette discussion avec lui pour lui faire comprendre qu'il commettait une erreur spirituelle et politique énorme. Moi, je ne fais pas de politique. Quand je vous dis politique, c'est politique dans le sens du rassemblement, de l'engagement de toutes ces forces vives qui devaient rester ensemble, justement pour empêcher le sacrifice de nos enfants, le sacrifice de leur intelligence, parce que si le sacrifice est définitif, eh bien, nous n'aurons pas d'héritier. Nous n'aurons pas d'héritier. Il n'y aura pas de catholique en héritage, il n'y aura pas de musulmans en héritage. Donc, j'ai tenté de le faire comprendre à Alain Escada, qui ne l'a pas compris. C'est-à-dire qu'il a immédiatement disparu, parce qu'il n'a pas été question de débattre, figurez-vous mon père. Il m'a laissé parler pendant 1 heure, j'ai pu avancer tous les arguments contre lesquels finalement il n'a rien eu à dire.
dans la mesure où j'insistais sur le fait que nous étions en France, qu'en France nous avions nos priorités, que notre priorité à lui et à moi, c'était ce combat dans le cadre de cette convergence pour sauver les enfants du désastre général, puisque derrière cela c'est toute l'humanité qui est mise à mal et en danger. Il n'a pas répondu parce qu'il n'avait pas d'argument à m'opposer à cela, et depuis il a disparu. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un grave problème dans le milieu de la résistance, si tant est qu'il existe, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de face-à-face. Les gens foutent le camp comme des lâches. C'est absolument problématique. Parce que dans les années 80, lorsque j'étais dans le mouvement Beurre, lorsqu'il y avait des scissions, lorsqu'il y avait la naissance d'initiatives antagoniques par rapport à la précédente, je pense par exemple à la mienne, Convergence 84, qui est née d'une divergence avec la marche pour l'égalité, eh bien, ça n'a pas été une surprise. La marche pour l'égalité qui a été récupérée par... La marche pour l'égalité qui était depuis le début une tentative de faire marcher des jeunes des banlieues pour un objectif qui n'était pas leur, ils ont été manipulés. Je me suis exprimé sur ce sujet. Bien, ce que je veux dire par là, c'est lorsque Convergence est née, ça a été presque une surprise pour personne à l'époque, puisque des conflits avaient eu lieu dans des espaces de discussion. Les gens se sont d'abord confrontés, frottés les uns aux autres. Et lorsqu'il n'y a pas eu de consensus, eh bien, il y a eu la scission. Dans le cadre de cette scission, j'ai fait naître Convergence, mais je n'ai surpris personne. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement renversante. C'est-à-dire que, figurez-vous que tout se passe dans votre dos et qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas même l'expression d'un quelconque désaccord. Moi, j'ai vécu ces derniers mois les pires de mon existence. Pourquoi? Je suis une femme d'action. Je suis une femme de combat, on s'en rend compte. Je suis capable aussi d'être une femme de dialogue. Je suis tous les jours dans le dialogue avec tous les interlocuteurs que je rencontre et avec les membres de mon équipe. Eh bien, figurez-vous que dans ces conditions, il n'a pas été possible cependant, alors que j'ai cette qualité de dialoguer, que le père l'a également, que mon secrétaire général actuel, Roman Rodriguez, est aussi un homme de dialogue, eh bien nous sommes retrouvés mi-octobre avec une opération de destruction de la FAPEC, que j'ai appelée les putschistes anonymes, et qui, à aucun moment, n'a été signalée par qui que ce soit. C'est-à-dire que nous avons vécu une situation absolument renversante, où il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de grief exprimé à propos de quoi que ce soit, et subitement, vous vous retrouvez avec un coup d'État, qui a été d'ailleurs relayé, comme on le sait, par Égalité et Réconciliation, à la demande d'Alain Soral, et depuis lors, le débat n'a toujours pas eu lieu. Moi, je pense aujourd'hui que la situation des enfants est telle, la situation de la nation est telle, qu'il faudrait justement organiser des débats partout. Et si j'ai demandé à une époque, mi-octobre dernier, à Alain Soral de débattre avec moi, c'était dans un contexte extrêmement, effectivement, bouillant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'empêche que derrière, il y a quand même une idée qui est extrêmement importante aujourd'hui à défendre, c'est que pour rassembler aujourd'hui, il faut impérativement que le peuple sache à qui il a affaire. Exactement, on ne peut pas continuer à faire des vidéos tout seul sur son canapé, les uns et les autres, à vendre ses bouquins et des conférences où il n'y a pas justement de contradiction. On est dans une situation aujourd'hui où nous devons être tous ensemble capables de se confronter les uns aux autres devant le peuple de France. Parce que ce peuple a le droit de savoir qui est qui. Et on ne saura pas qui est qui fait quoi, si effectivement ces rencontres n'ont pas lieu en public. Donc aujourd'hui, il me paraît extrêmement important que pour rassembler, dans cet esprit de se rassembler, parce que la division est complète, dans la dissidence telle qu'on l'appelle aujourd'hui en France, tout le monde est divisé parce qu'on est parti aussi à partir d'un cloisonnement où chacun s'est mis à parler sur son canapé sans contradiction. Il est extrêmement important aujourd'hui que des gens se rencontrent. Il est extrêmement important aujourd'hui que nous nous fassions face. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on ne peut pas penser que celui qui refuse ou celle qui refuse de débattre avec autrui puisse conduire la France hors de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc il est très important, je le répète, que nous rassemblions,
que nous nous rassemblions, que nous convergions, et pour y parvenir, pour sortir de la confusion qui règne actuellement à cause justement du cloisonnement dans lequel nous nous trouvons les uns et les autres, eh bien, il faut débattre les uns avec les autres et en public. Et en public, moi j'ai toujours appelé le débat de mes voeux, je l'appelle encore, je suis toujours disposée à parler avec qui voudra parler avec moi, parmi tous les leaders de la dissidence actuelle, parmi tous les responsables associatifs, et que toutes les questions qui fâchent soient posées et qu'on trouve ensemble une solution.